tous, je suis très content d'être là et je vais vous faire un petit texte sur les enjeux de Wikileaks. Alors, tout savoir, tout connaître, tout révéler pour pouvoir tout mettre en question et interroger l'ensemble des actions qui sont entreprises par cette machine infernale qui nous gouverne et qui s'appelle État. Sans doute s'étonnera-t-on un jour que des individus aient pu aller en prison pour faire vivre cette simple exigence, comme nous nous étonnons aujourd'hui que d'autres aient pu par le passé avoir été incarcérés ou guillotinés pour avoir lutté pour l'égalité raciale, le droit de vote des femmes ou la liberté de l'élection politique. Je ne prends pas ces exemples historiques au hasard. Je suis persuadé en effet que Julian Assange s'inscrit dans la lignée des grandes figures des luttes démocratiques. Il s'inscrit dans la filiation de celles et de ceux qui ont parfois des statuts aujourd'hui dans nos espaces publics et qui ont voulu mettre en question les effets de pouvoir, de domination, de ségrégation que produit l'appareil d'État pour tenter de transformer celui-ci, pour en faire un outil d'émancipation et de protection, et nous de sujétion et de minorisation, des révolutionnaires français à Nelson Mandela, en passant par Olympe de Gouges, Émile Zola, Daniel Ellsberg, Angela Davis et tant d'autres. Julian Assange réactualise et modernise pour nous l'exigence des Lumières, de réduire au minimum les effets du gouvernement, de nous donner la possibilité de ne pas être gouvernés par des autres qui se donnent un pouvoir arbitraire sur nous, mais au contraire de les contrôler, de les critiquer, de les surveiller, de les connaître et de connaître les principes de leurs actions et le fondement de leurs décisions. Lorsqu'on pense aux actions de Wikileaks, on pense en général en termes de transparence. Et on associe cette organisation à l'exigence d'une transparence absolue. Et nous sommes souvent un peu réticents à accepter ce mot d'ordre. Mais la question que nous devrions alors tous nous poser est pourquoi cette exigence nous fait-elle peur ? Pourquoi croit-on si facilement à la nécessité de secrets d'État ? Pourquoi sommes-nous addicts au secret ? Wikileaks propose de nous sevrer de la drogue de l'ignorance en affirmant que l'existence même de secrets d'État est un problème dans des régimes qui se réclament de la démocratie. Si nous acceptons l'existence de secrets d'État, tout un ensemble d'actions menées par ce quelque chose qui s'appelle l'État et qui doit normalement agir en notre nom nous échappe. Nous ne savons ni leurs principes, ni leurs fondements, ni le résultat de leurs actions, de ces actions gouvernementales, militaires, diplomatiques, qui ont pourtant des conséquences considérables sur la vie de chacun, les équilibres géopolitiques, les guerres, les rapports entre les pays. Autrement dit, si nous acceptons la notion de secret d'État, nous acceptons d'être gouvernés par un corps de spécialistes dont les actions se déroulent dans une boîte noire. Et l'État devient donc un principe de gouvernement autonome, arbitraire, le contraire d'un État démocratique soumis à l'impératif de publicité. Dans un entretien, Julian Assange déclare « Vous devez vous représenter l'État comme une sorte de boîte où des informations entrent et d'autres sortent. À l'intérieur de la boîte, certaines informations sont soigneusement cachées et il est probable que celles-ci concernent des abus de pouvoir, des injustices, des affaires de corruption. Aussi, si les citoyens veulent exercer un contrôle démocratique sur leurs États, il faut qu'ils sachent ce qu'il y a dans la boîte. En d'autres termes, en démocratie, la boîte de l'État devrait être quasi transparente. Autrement dit, nous devons nous rendre à l'évidence qu'il y a au fond quelque chose qui révèle d'une peur de leur démocratie dans la peur de la transparence. Car si la démocratie a un sens, elle doit être inconditionnelle. Elle ne saurait s'arrêter quelque part. Wikileaks est peut-être le nom que prend aujourd'hui l'exigence d'aller au bout de la logique démocratique, d'ouvrir notre imaginaire politique, afin de nous demander ce que, enfin, mettre sur pied un État démocratique impliquerait. Pourquoi avons-nous peur de quelque chose que nous n'avons jamais essayé ? Si nous refusons cette exigence, c'est que nous sommes encore un peu royalistes dans nos têtes, nous n'avons pas coupé la tête du roi jusqu'au bout. Si la transparence se situe au centre de l'action de Wikileaks, il faut immédiatement ajouter qu'elle s'articule à un projet politique plus ample. Assange dit souvent que l'objectif de Wikileaks n'est pas la transparence. L'objectif, c'est la justice. La transparence est un moyen. L'intervention de Wikileaks pour ouvrir la boîte noire de l'État doit donc être comprise comme un geste critique vis-à-vis d'une économie générale du secret et de la transparence qui se déroule depuis une vingtaine d'années. L'économie politique contemporaine est en effet marquée par une tendance perverse. Elle consiste à renforcer la logique du secret pour les dominants, le secret des affaires, le secret bancaire, le secret d'État par exemple, mais au contraire, elle tend à accroître la transparence des actions et la vie des gouvernés, à travers la surveillance toujours plus grande de la vie privée bien sûr, ou les attentes crescentes contre le secret des sources, ou le secret entre avocats et clients. Wikileaks résiste à cette construction. Elle essaye d'inverser le cours de l'histoire en invoquant l'idée selon laquelle la recherche de la justice suppose de déployer une exigence exactement contraire. Transparence pour les puissants, surveillance de leurs actions, mais protection du secret et de la vie privée des individus. L'axe politique
qui oriente Wikileaks et qui établit une opposition entre celles et ceux qui y adhèrent et celles et ceux qui le combattent peut être résumée ainsi: vie privée pour les individus, transparence pour les puissants. Je conclus comme ça. J'ai utilisé jusqu'à maintenant le couple transparence-secret, mais je voudrais pour conclure souligner une dernière chose. Car quand on y réfléchit, la catégorie de secret d'État n'est pas nécessairement pertinente. Il n'est pas vrai en réalité qu'il existe des secrets d'État, car aucune information n'est secrète. Elles circulent toutes, mais dans des circuits plus ou moins contrôlés. Toutes les informations sont publiques, toutes les informations sont publiques, mais les publics qui sont en droit de les connaître sont rigoureusement délimités, notamment par l'appartenance des individus à des cercles restreints, administratifs, politiques, militaires, judiciaires. C'est ce dont vient parler Chelsea Manning sur classer un document. Autrement dit, un secret d'État est une information publique mais cachée, une information publique à l'intérieur d'un groupe restreint et dans le même temps dissimulée à d'autres. Cette notion sert donc en fait à instituer des frontières dans la légitimité de l'accès à l'information. À l'opposition secret-public, il faut donc plutôt substituer l'idée selon laquelle notre monde est composé de gatekeepers qui contrôlent la circulation publique des informations, qui décident quel type de public aura accès à quel type d'informations. Et parmi ces gatekeepers, il faut compter les hommes d'État bien sûr, les militaires, mais aussi à un autre niveau les journalistes, qui décident ou non de sortir une information ou un document. Il faut toujours avoir en tête en ce sens que Wikileaks, en publiant tout, a aussi constitué une entreprise en lutte contre la censure sur la circulation publique des documents qu'opère le journalisme lorsqu'il choisit de publier un document plutôt qu'un autre au nom de sa conception particulière de ce qu'est l'intérêt public. En un sens, c'est le contrôle que tous les gatekeepers exercent sur la circulation des informations que Wikileaks a profondément mis en question. Et la folie répressive qui s'exerce sur Julian Assange aujourd'hui, comme elle s'est exercée il y a quelques années sur Chelsea Manning, s'explique en grande partie pour cette raison. Je rappelle que pour avoir simplement transmis des documents qui montraient des crimes de l'armée américaine, comme Collateral Murder qu'on a vu, ou qui révélaient au public général tout ce qui nous est dissimulé à travers l'activité diplomatique, Chelsea Manning a été condamnée à 35 ans de prison. Lors de sa détention provisoire, elle était enfermée dans une cellule 23 heures sur 24, sans oreiller, sans couverture. Il lui était interdit de faire de l'exercice, un garde la surveillait en permanence. Quand il y a folie répressive, c'est qu'il y a irrationalité. Et quand il y a irrationalité, c'est qu'il y a passion. On ne mesure sans doute pas à quel point découle pour les hommes d'État, les diplomates, les militaires, les membres des services secrets, les journalistes, une sorte de jouissance du fait d'avoir accès à des informations dont le public, ainsi constitué en masse ignorante, est privé. C'est toute une image de soi comme être privilégié, lucide, qui a accès à ce qui est rare, à ce dont les citoyens ordinaires sont exclus, qui structure le rapport à eux-mêmes de celles et ceux qui sont intégrés dans l'appareil d'État. C'est l'une des rémunérations symboliques les plus fortes que l'État procure à celles et ceux qui le servent. Comme toute action révolutionnaire, Wikileaks a œuvré pour l'abolition des privilèges. Et ici, elle se bat pour l'abolition des privilèges informationnels de la classe dirigeante. Toute la doctrine de ce site vise à déposséder les membres de l'État de tout ce qui est peut-être le plus précieux pour eux socialement, la capacité à regarder les autres, à nous regarder comme ignorants, et le plaisir corrélatif, le sale plaisir de les dominer. C'est ce plaisir narcissique que Julian Assange a mis en question. Il a retiré aux gatekeepers le fondement de leur être social, et c'est à bien des égards ceux-ci qui lui font payer, aujourd'hui, en le séquestrant dans la prison de Belmarsh, ou en étant si réticents à lui accorder le soutien public qu'il mérite. Merci de votre attention.